Alors, tout d'abord, donc, un grand merci à Dominique Tournès, aux organisateurs des séminaires et au public aussi pour cette invitation qui me permet donc de parler d'une recherche en cours que je mène avec Dominique et plusieurs autres collègues, donc sur la figure de Maurice d'Ocagne. Alors, comme le titre de mon intervention, donc un ingénieur savant tardif, les cas de Philbert Maurice d'Ocagne, l'indique. Bon, aujourd'hui, je vais vous entretenir certes d'Ocagne, mais pas de l'entièreté du personnage, parce que je vais le faire selon un angle de vue spécifique. Donc, c'est l'Ocagne comme incarnation d'une figure particulière, celle de l'ingénieur savant. Donc, figure particulière qui, disons, à l'époque d'Ocagne, est devenue donc, plutôt un phénomène rare, en tout cas par rapport à des périodes antérieures, d'où l'adjectif de tardif donc, accolé à l'expression d'ingénieur savant. Disons, là, on verra, l'âge d'or de l'ingénieur savant, c'est plutôt la période 1820, 1860, 60. Donc, mon intervention comprend trois grandes parties. Donc, il y a une première partie où je vais parler rapidement de la figure de l'ingénieur savant en général dans la France du 19e siècle. Moi, je m'excuse pour des collègues qui connaissent mes travaux, donc je vais me répéter un peu. Ensuite, je vais brosser un tableau de Maurice d'Ocagne en tant qu'ingénieur savant. Donc, c'est une partie plus originale qui s'appuie sur des sources d'archives non exploitées. Et dans la troisième partie, donc, qui sera une sorte de transition donc, vers l'exposé de Dominique, je vais rapidement retracer la préhistoire de la nomographie, en tout cas certains aspects de cette préhistoire, en évoquant les efforts de plusieurs membres des corps des ponts et chaussées, dont Ocagne donc, fait partie. Donc des efforts de développer durant le 19e siècle des techniques d'estimation rapide des volumes de Damblay et Ramblay, donc associés aux différentes voies de communication. Donc je vais expliquer de quoi il s'agit dans la troisième partie. Mais en tout cas, donc ce que je vais essayer de montrer, c'est que ces techniques de calcul, d'estimation, vont constituer un terrain donc, particulièrement fertile pour l'épanouissement et le développement de la nomographie. Et donc, disons, l'œuvre d'Ocagne en matière de nomographie, finalement, est quelque chose d'assez naturel. Donc, c'est vu son inscription dans une tradition donc, qui le précède et qui l'incarne, donc la tradition des ingénieurs savants, liée au corps des ponts plus particulièrement. Donc, je commence avec quelques considérations générales là, sur l'ingénieur savant. Donc, on sait que la Révolution donc, est un moment clé pour l'histoire des ingénieurs en France, donc, en particulier à cause ou grâce de l'école polytechnique qui est créée en 1794. Donc cet établissement au début est censé remplacer toutes les écoles d'ingénieurs d'ancien régime, donc, mais au bout d'un an, finalement, il devient, disons, la première station de la formation des ingénieurs d'État. Donc à partir de 1795, on institue les écoles d'application de l'école polytechnique. Donc on a un système polytechnicien composé d'écoles polytechniques et ces écoles d'application qui vont alimenter exclusivement les corps techniques d'État. Alors, quelles sont ces écoles d'application? Ce sont les écoles d'ancien régime, comme l'école des ponts, comme l'école des mines ou les écoles militaires, qui étaient censées être remplacées par l'école polytechnique, qui finalement devient un élément du système. Alors, donc on a donc, très tôt, donc on a le système polytechnicien, 1795, mais finalement ce système va fonctionner vraiment de façon, je crois, efficace, donc au bout de 30 ans, des tâtonnements et des conflits entre, d'un côté, une école polytechnique qui devient une école savante très tôt, et des écoles d'application. Moi, je prends l'exemple de l'école des ponts, qui si on regarde leur mode de fonctionnement, etc., donc sont assez proches finalement de leur fonctionnement du XVIIIe siècle. Donc ça va prendre une trentaine d'années pour qu'il y ait les écoles marchent du même pas. Et cette réconciliation, disons, entre école polytechnique et ces écoles d'application sera l'œuvre d'un nombre d'ingénieurs, qui est l'historien des sciences Gratin-Guinness, comme Dominique l'a dit, qui malheureusement donc, a décédé l'année dernière, a nommé les ingénieurs savants. Donc c'est une expression de lui. Il y a une expression de l'époque, donc au 19e, on parlait des savants ingénieurs. Donc on a inversé les termes, mais les populations concernées sont les mêmes, désignées par les deux expressions sont les mêmes. Alors, avant de parler de cette figure, donc quelques noms pour illustrer cette classe d'individus. Donc je vais me centrer uniquement sur les corps des ponts. Il y en a d'autres, il y a des militaires, des poncelets, etc. Parce qu'Ocagne fait partie de du corps des ponts. Donc des exemples que vous connaissez sûrement, donc Navier, Fresnel, Coriolis, Bélanger, Saint-Venant, Darcy, Dupuy. Et la liste, Lalanne, et la liste donc, est loin d'être complète, et je parle de la période 1820-1860, qui est la période, je crois, la plus productive pour ce qui concerne les ingénieurs savants.
Alors, c'est quoi donc ces gens, où on les trouve? Donc, pour un certain nombre d'entre eux, sont des professeurs à l'école des ponts et chaussées. Pour d'autres, sont des ingénieurs opérationnels sur le terrain sans poste académique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, comme Dominique l'a dit, ils vont utiliser les ressources mathématiques surtout et en mécanique rationnelle qu'ils ont accumulées donc, lors de leur passage à l'école polytechnique pour développer des savoirs mathématisés relatifs à l'art de l'ingénieur. Donc voilà, donc premier élément de définition. Donc, poursuivons notre enquête. Donc, commençons par les définitions données par Grattan-Guinness. Hein, donc, je répète ce qu'il a dit aussi Dominique. Donc les ingénieurs savants, donc, ce sont des polytechniciens. Ils ont contribué aux annales des sciences mathématiques et mathématisées, physique, mécanique. Mais contrairement aux polytechniciens savants tout court, exemples Cauchy, Poisson, Louville, ce sont des exemples aussi donnés par Grattan-Guinness, donc ont développé des théories qui avaient des visées pratiques. Ils ont fait d'ailleurs des perspectives explicites. Et donc, Cauchy sera utilisé par les ingénieurs plus tard, mais il n'a pas, disons, produit ces théories en vue des applications, alors que les noms que j'ai cités ont essayé d'emblée de développer des théories utiles, disons, à l'art de l'ingénieur. Donc ça, c'est la définition de Grattan-Guinness, qui est un historien des sciences, donc il utilise comme critère de démarcation les contenus des activités, des productions scientifiques. Mais on peut aller un peu plus loin, essayer, et on peut cerner cette figure de façon un peu plus précise. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter? D'abord, première chose, donc, ils font ces ingénieurs savants ne sont pas très nombreux, hein, donc, ils forment un microcosme qui est marqué par l'existence des relations directes personnalisées. Donc, c'est un monde des réseaux. C'est un monde quand même, bon, donc ces gens-là ont le sentiment d'appartenir à un petit monde, mais en même temps, c'est un monde qui est traversé par des conflits. Entre autres, des conflits de priorités. Ce sont des acteurs donc, qui font partie d'un milieu, mais en même temps, ils ont, disons, donc, cette appartenance n'implique nullement, de la part de ces ingénieurs, une abdication de son droit à la singularisation. Donc ils sont singuliers, ils sont très bons, et ils revendiquent la priorité. Et finalement, les revendications et l'équilibre des priorités montrent ces conflits. Donc d'ailleurs, Dominique, je crois, il va développer cet aspect par les maires de Docagne. Mais c'est quand même un caractéristique quand même, qui traverse ces milieux. Donc, membre d'un microcosme organisé sous forme de réseau où l'informel occupe une place de choix, mais en même temps, l'ingénieur savant est sous la forte dépendance, voire la soumission à l'égard de son corps d'appartenance, donc de l'administration, qui est doté d'un fort pouvoir de contrainte. Et on verra aussi dans les cas d'Ocagne comment finalement l'administration pèse beaucoup sur la vie, je dirais, quotidienne de ces ingénieurs savants. Car même si le travail scientifique des ingénieurs savants est souvent jugé par des instances autres que leur corps d'appartenance, l'Académie des sciences donc, pour l'essentiel, force est de constater qu'il est clos et s'élabore à l'intersection des vocations individuelles et des prescriptions institutionnelles très fortes qui sont imposées par l'administration. Donc l'administration, il reconnaît ces ingénieurs savants et même il cherche à relever des talents pour les utiliser et en même temps essaie de canaliser l'énergie de ces ingénieurs savants, quitte à faire preuve d'autorité et de dirigisme, vers des problèmes qui ont des retombées pratiques eu égard aux objectifs de l'administration. Donc quel est le résultat finalement de cette dépendance? Donc plusieurs choses. Donc cette forte dépendance d'abord, disons de l'administration et du pouvoir hiérarchique, qui est tenu et exercé en général par des hommes qui ne sont pas des ingénieurs savants, explique plusieurs phénomènes. Première chose qu'on a difficulté à imaginer aujourd'hui, des sommités scientifiques comme Coriolis et Navier, donc qui sont membres de l'Académie des sciences, qui sont des vedettes, des stars mondiaux, même de leur époque, n'ont pas pu atteindre, par exemple, les grades les plus élevés de leur corps d'appartenance. Donc on a jugé finalement que des ingénieurs beaucoup moins connus méritaient de diriger les corps et pas des ingénieurs savants comme Coriolis ou Navier. Cette même dépendance forte explique, en tout cas en partie, la grande application de plusieurs ingénieurs savants dans la résolution des problèmes à faible contenu scientifique, qui présentent encore un intérêt scientifique, mais qui sont très importants du point de vue de l'administration. Pareil, on peut comprendre aussi pourquoi ces sommités participent à des projets de nature purement administrative. On verra même dans le cas d'Ocagne, il fait un travail d'administration qui n'a rien à voir avec ses compétences scientifiques par ailleurs. Dernière chose, phénomène qu'on peut expliquer aussi, c'est les tensions. Donc, il y a une tension permanente donc, qui traverse finalement cette communauté,
qui est due finalement au fait que bon, les gens ont des penchants individuels, scientifiques, et l'administration a disons, des objectifs qui n'ont pas lié directement avec les intérêts des individus. Et à la fois l'administration et l'individu doivent gérer ces tensions, et on verra dans le cas d'Ocagne aussi comment finalement on essaie de trouver des modus vivendi entre les milieux et l'individu. Donc voilà, donc première partie. Donc deuxième partie qui est la partie, je crois, en tout cas pour moi la plus originale, parce qu'il est focalisé sur Maurice d'Ocagne en tant qu'ingénieur savant. Donc quelques éléments donc, biographiques et un peu de commérage. Donc d'abord, comme on voit avec les particules D, donc Philbert Maurice d'Ocagne est d'origine aristocratique. Il est né en 1862. Son père s'appelle Mortimer d'Ocagne et il est assez connu, c'est un homme de lettres, donc aussi il exerce ses professions économiques, donc il est agent d'échange, mais il a écrit plusieurs écrits, dont un ouvrage qui est toujours utile sur les grandes écoles en France. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc il est publié en 1873, plusieurs éditions. C'est assez intéressant, il contient beaucoup d'informations sur la vie des grandes écoles en France, donc à la fin du XIXe siècle. Donc c'est un grand théâtrophile, donc il était critique dramatique à la Revue britannique, etc. Donc pourquoi? Donc pour parler comme Bourdieu, donc le jeune Maurice a hérité de sa famille donc une bonne qualité de capital culturel. Hein, donc d'ailleurs on le verra comment il va l'exploiter par la suite. Et probablement il a hérité du capital tout court. Donc je n'ai pas vérifié, je n'ai pas eu le testament, mais en tout cas la famille Maurice d'Ocagne est assez riche. Donc je ne sais pas si ça vient de lui ou de sa femme, on verra qu'aussi il a fait un bon mariage. Donc, restons donc, quand même à Maurice est jeune étudiant, donc il entre à l'école polytechnique en 1880, donc à l'âge de 18 ans, 20e parmi les admis de cette année. Donc il est 17e sur 200 élèves lors de son passage à la seconde année, et il sort 28e sur 250 camarades de promotion. Donc ces classements lui permettent d'adhérer à l'école des ponts, donc les 18e sur les 27 polytechniciens qui ont opté pour les corps à cette époque. Donc c'est un bon élève, mais disons pas des performances exceptionnelles lors de son passage à l'école polytechnique. Qu'est-ce qu'il fait à l'école des ponts? Donc il passe 3 ans, entre 4,22 et 4,25. Donc, et il mène de front études et vie maritale parce qu'il se marie très vite, donc à l'âge de 21 ans. Il devient père très vite, il a 2 enfants alors qu'il a 25 ans. Est-ce qu'il est un bon élève? Donc, non, avant de dire ça, donc, une précision. Donc, à l'école des ponts, il est payé en tant qu'ingénieur élève. Et ensuite, quand il commence sa carrière, il est ingénieur ordinaire. Donc, le salaire n'est pas bon, mais on trouve que finalement, la famille d'Ocagne, Maurice d'Ocagne, on trouve il a des ressources personnelles et il a de l'aisance. Donc je ne sais pas s'il a hérité de son père, ou en tout cas à l'époque, son père n'est pas mort, hein, ou s'il a hérité de sa femme, qui s'appelle Gabrielle Hilmacher, ou Hilmacher, je ne sais pas comment on dit, vous connaissez? Donc c'est vraiment la fille d'industriel et homme des arts, un graveur, Frédéric Désiré Hilmacher, donc qui est famille assez riche. Donc Maurice d'Ocagne, on voit donc, du côté de sa famille, aussi du côté des mariages, donc va évoluer tout au long de sa vie dans le monde de la haute bourgeoisie, qui a lu à la fois argent et culture, donc son beau-père est graveur. Et d'ailleurs, il va signer donc, sous pseudonyme plusieurs essais littéraires, donc Dominique les a évoqués, voire une comédie. Donc il est quelqu'un, on le voit quand même quand il s'adresse à l'administration, donc il a la plume facile, il écrit facilement au ministre, donc apparemment il évolue dans la haute bourgeoisie. Mais son appartenance à ces milieux finalement lui causera aussi quelques déboires. Ainsi, sa fréquentation du salon de la princesse Mathilde, donc la cousine et fiancée de Napoléon III, ainsi que sa participation à la Ligue de la patrie française, donc qui est une organisation politique d'organisation nationaliste fondée à la fin du XIXe siècle et qui rassemble plusieurs adifrés du Hussard, où ils vendront donc la qualification des représentants du prince Napoléon par le journal Les Matins. Donc c'est en janvier 1907, donc il a écrit un article très polémique contre Ocagne. Et ce n'est pas la première fois, donc au tournant du siècle aussi, d'autres journaux l'ont accusé Ocagne d'être l'auteur des articles anti-républicains sous pseudonyme. Donc Ocagne sera obligé de s'expliquer longuement sur ses fréquentations. Donc il va écrire des lettres au ministre pour dire voilà, non. Donc je n'entre pas dans le détail, il dit le siècle est complètement non politique, je ne suis pas, etc., anti-républicain.
Donc j'évoque cet épisode parce que Christian m'avait parlé des problèmes d'Ocagne dans sa carrière. Donc apparemment, il était bloqué à l'école polytechnique entre 1901 et 1912. Il était élu professeur en 1901 et finalement il est nommé en 1912. Donc peut-être ces fréquentations et ces problèmes expliquent finalement les problèmes, ces déboires, qui n'en vont pas empêcher quand même d'arriver à l'Académie des sciences en 1922. Donc revenons au jeune ingénieur. Donc il est très bon élève, mais pas exceptionnel. Mais quand même très vite il se montre particulièrement fort en mathématiques. Donc si on regarde ses notes à l'école polytechnique, il est très bon en analyse et en mécanique. Il est moins bon en physique et en chimie. Donc apparemment il ne s'adresse pas à des choses autres que les mathématiques. Et si on regarde ses performances à l'école des Ponts, on trouve quand même, il y a de mauvaises notes. Il est marié, je ne sais pas s'il s'occupe beaucoup de ses enfants, mais en tout cas, il est jugé suffisant donc en matière d'assiduité, du travail, de conduite et de tenue. Donc la question, pourquoi des résultats plutôt moyens, donc surtout à l'école des Ponts, pour un élève qui est qualifié quand même par les professeurs très intelligent. Donc il y a des notes en disant qu'il est très intelligent. Donc il y a une observation qui peut expliquer pourquoi. On lit Ocagne, très versé dans la géométrie, qui lui a fait un peu négliger son travail à l'école des Ponts. Donc apparemment, il est un peu monomaniaque. Et comme on verra tout de suite, finalement cet intérêt pour les mathématiques lui fera négliger aussi les tâches d'ingénieur, d'où les conflits avec l'administration qui seront pas permanents, mais qui vont durer plusieurs années. Donc il est passionné de la géométrie, mais quand même il ne va pas démissionner, donc il va faire une carrière au sein de l'administration, comme Dominique l'a dit. Donc il va sortir à la retraite, il va partir à la retraite à l'âge en 1927 en faisant une carrière complète au sein du corps. Donc il ne quittera jamais. Et il va faire une carrière assez classique au début. Il démarre comme ingénieur ordinaire dans un service loin de Paris. Donc il sera au service hydraulique de la marine à Rochefort. Il va rester entre 4,25 et 4,28 où il va faire un travail d'ingénieur. Il va participer à l'entretien des ouvrages hydrauliques et des édifices de l'arsenal qui se trouve dans la ville. Et même il va participer à la construction d'une série de bâtiments, dont les pavillons d'hôpital. Ensuite, il va être affecté pendant un an à Cherbourg. Pareil, il va faire un travail vraiment d'ingénieur. Donc, comment il vit ses débuts d'ingénieur? Donc, 4-5 ans comme ingénieur ordinaire. Donc, on a les observations de ses supérieurs qui convergent. Donc, tout le monde note les faits et fait l'éloge des capacités intellectuelles des jeunes ingénieurs. Tout le monde dit qu'il est très très bon, il est très intelligent. Et tout le monde déplore son manque d'intérêt pour les réalités ordinaires de son métier. Ainsi, donc, son ingénieur en chef écrit en mai 1890, donc Ocagne a 28 ans, M. d'Ocagne est un ingénieur très remarquablement doué, mais qui ne semble pas jusqu'à présent, du moins, avoir beaucoup de goût pour les services ordinaires. Il se contente de faire un service convenable, alors qu'il a toutes les qualités pour faire un service excellent. Même année, un autre supérieur hiérarchique, donc un inspecteur général en tournée, il écrit « M. d'Ocagne possède une instruction scientifique très développée qu'il augmente tous les jours. » Donc c'est vrai que si on regarde ses publications, il publie, donc, dès son entrée à l'école polytechnique, tous les années, il publie des articles en mathématiques et en géométrie. Et il continue donc son chef. Son instruction technique administrative est assez complète. Et il y a bien d'espérer, il y a tout bien d'espérer qu'il prendra goût de plus en plus aux affaires de services ordinaires. Bon, est-ce qu'ils ont raison? Donc je vous laisse donc deviner les réponses en citant un certain nombre d'appréciations de son supérieur hiérarchique dont Dominique va parler, donc Charles Allemand, qui sera le chef, disons, d'Ocagne entre 1880 et 1901, parce que Maurice Ocagne donc, est affecté à cette époque-là au service des dénivellements général de la France, donc dirigé par Charles Allemand. Donc voilà un petit florilège donc des appréciations de l'allemand, donc que je peux, bon, il y en a d'autres, mais bon, j'ai choisi un certain nombre. 1891, donc Ocagne arrive au service. Donc, M. d'Ocagne est l'auteur des travaux mathématiques nombreux et importants. Donc bon, c'est le début de... 4 ans plus tard, 1895, M. d'Ocagne s'occupe presque exclusivement des travaux de mathématiques et de géométrie. 1897. M. d'Ocagne a peu de goût pour les questions intrasères aux mathématiques et à la géométrie. Il ne nous rend à peu près aucun service. 1900, donc les rapports d'Ocagne avec ses supérieurs donc, sont qualifiés par l'allemand dépassables, et un an plus tard, 1901, ils sont qualifiés de nuls. Donc,
1901, donc Ocagne quitte le service, et on verra où se trouve. Donc on voit à travers ces remarques, effectivement, la tension qui habite la figure de l'ingénieur savant, donc tension nourrie par des conflits potentiels entre les penchants individuels, donc les savants, et les objectifs de l'organisation dont il fait partie. Donc voilà, donc maintenant regardons comment l'individu Ocagne et son administration ont essayé de gérer ces tensions. Donc Ocagne, donc Léjeune Ocagne est un passionné des mathématiques, on l'a vu, et il est très décidé de faire une carrière en mathématiques. Donc tout de suite, après quand il quitte l'école, quand il sort de l'école des ponts et il a son premier poste opérationnel à Rochefort, donc il va dire au supérieur hiérarchique qu'il veut faire une carrière en mathématiques. Donc il écrit une lettre. Donc il date du 27 avril 1886, donc au directeur de l'administration, où il écrit « Je vous fis part de mon intention bien arrêtée de me vouer définitivement à l'étude de la science, étude que je n'ai d'ailleurs cessé de poursuivre depuis ma sortie de l'école politique des Ponts et Chaussées, et de pousser en conséquence ma carrière dans la voie du professorat. » Donc dès 1886, il change un poste au sein de l'administration qui va lui permettre de poursuivre ses travaux, et c'est un poste académique. Donc, première chose, comment faire pour l'obtenir? Donc, première chose, il doit quitter la province pour s'installer à Paris, pour trouver un poste, soit à l'école polytechnique, soit à l'école des ponts, donc aux institutions dont il est lié. Donc il finit, donc ça, bon, je ne vais pas détailler, donc quand même il va pousser, donc il va chercher un poste à Paris. Chaque fois qu'il se libère, il écrit au ministère en disant il y a tel poste qui est libéré et j'aimerais donc l'avoir. Il va finir par venir à Paris à 429, donc 2 ans avant qu'il entre dans les services des Charles Allemands. Et en même temps, il dit je regarde pour un poste à l'école des ponts. Dès 426, il cherche un poste de répétiteur d'analyse des mécaniques à l'école des ponts et chaussées, bon, à l'école préparatoire de l'école des ponts et chaussées, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous le savez, à partir de 1851, l'école des ponts reçoit aussi des élèves non polytechniciens, des élèves externes. Et comme il reçoit à la fois des élèves externes et des polytechniciens, donc il y a une année de préparation pour les élèves externes pour qu'ils soient au même niveau que les polytechniciens, et là ils font de la mécanique, de l'analyse, etc. Et donc Ocagne sollicite, c'est-à-dire il sera professeur plutôt pendant 40 ans à cette année de préparation. Donc 426, donc il cherche un poste. Finalement, il aura un poste de répétiteur à l'école polytechnique à 423, après avoir essayé le poste de répétiteur en analyse ou en mécanique. Et sera en astronomie et des géodésies. Donc 423. L'année suivante, donc 424, l'école des ponts lui offre un poste de professeur de géométrie descriptive et de stéréotomie, donc pour les élèves externes. Et vous vous souvenez donc pendant cette époque-là, Ocagne continue quand même à travailler, ou à faire semblant de travailler plutôt, en croire à Charles Lallemand, au service du nivellement général de la France. Mais bon, déjà il y a des postes, et finalement, tout au long de sa carrière au sein de l'administration, c'est l'enseignement qui va assurer un modus vivendi durable entre la vocation scientifique de Maurice d'Ocagne et les corps des ponts et chaussées. Donc à partir du milieu des années 1890, Ocagne pénètre l'univers professoral pour ne plus la quitter. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'on avance dans les temps, donc le volume d'enseignement assuré va augmenter. En 1901, il est chargé donc, à l'école des ponts, en sus de l'enseignement déjà assuré de géométrie, des leçons sur la topographie et la cubature des terrassements, donc c'est le Damblay et les Remblais, donc il enseigne donc, des techniques d'estimation des Damblay et des Remblais. Et en 1912, donc, après ces péripéties, il est nommé professeur de géométrie à l'école polytechnique. Et comme Dominique l'a dit, donc, il va donner aussi de façon plus ponctuelle plusieurs conférences et cours en dehors de ces deux établissements. Il va enseigner pendant longtemps au conservatoire, il va donner des conférences au conservatoire des arts et métiers, surtout entre 1891 et 1904. Et voire à la Sorbonne, où par exemple il va assurer un cours libre de calcul graphique et de nomographie en 1907. Est-ce que les corps des ponts considèrent que le deal passé avec l'ingénieur savant, avec Ocagne, est un accord équitable pour les corps? En gros, vous enseignez pour nous, on vous laisse tranquille. Non. Donc apparemment, ça ne suffit pas. Donc Ocagne est jugé excellent dans ses fonctions professorales. Donc il était jugé un piètre ingénieur, mais
En tout cas, il fait l'unanimité quand ses compétences des professeurs, mais on lui demande des choses. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Donc il sera obligé d'assurer parallèlement donc, à cette fonction des professeurs une série d'autres tâches et fonctions supplémentaires pour l'école de l'administration. Donc en 1901, il est chargé de deux services annexes de l'école des ponts, le service des cartes et plans et de la statistique graphique, qui va devenir service des cartes et plans et de la photographie. Donc il va gérer ça pendant des années. Et aussi il sera responsable d'un autre service de l'école des ponts, le service des instruments, des précisions. Il va assurer aussi des fonctions donc, de secrétaire pour l'une des sections du Conseil général des ponts et chaussées, donc, entre 1909 et 1912. Donc il va faire un travail opérationnel, des terrains, des tournées, il va rédiger des rapports. Et toujours en 1909, il est sommé de faire partie des jurys d'examen pour l'admission aux grands conducteurs des ponts et chaussées et pour l'admission des conducteurs au cours des ponts. Les conducteurs donc, des travaux publics sont des techniciens supérieurs qui travaillent avec des ingénieurs des ponts, donc certains d'entre eux peuvent intégrer les corps après avoir fait des examens. Donc, aucun il sera partie du jury, il va jouer un rôle important. D'ailleurs, il s'est plaint en disant voilà, entre 4 et 8 novembre 1910, je dois passer 8 heures par jour pour examiner donc, 53 candidats, trop de temps, je ne peux pas venir à l'école polytechnique faire mes cours, etc. Donc, voilà. Donc, on voit à travers sa correspondance qu'il accepte à payer un prix, donc de faire un travail qui ne l'intéresse pas pour rester au sein de l'administration et faire ses travaux scientifiques. Mais il râle quand même, il ne manque pas, quand il peut râler, il râle, il explique qu'il aurait préféré un poste moins actif pour avoir plus de temps pour mes recherches. Donc on voit qu'il a une liberté, certes, pour faire des travaux, mais c'est une liberté bien encadrée par son corps. Et aucun il doit demander tout au long de sa carrière, par exemple, pour toute chose qu'il fait en dehors de ses fonctions, des autorisations. On a les lettres, par exemple, pour son cours à la Sorbonne, durant 1907, il va écrire des lettres au ministre pour avoir l'autorisation de le donner. Pour participer à une entreprise éditoriale au nom de l'encyclopédie scientifique, donc c'est le docteur Toulouse, le directeur de la revue scientifique qui lance ça en 1906, il va demander une autorisation pour participer. Et d'ailleurs, le directeur de l'école des ponts de l'époque donne son accord après un rapport. Et je cite, il dit que oui, j'autorise M. Ocagne parce que les assurances les plus formelles, parce que M. Ocagne m'a donné les assurances les plus formelles que ces opérations nouvelles ne nuiraient pas au service dont il est chargé à l'école. Donc vraiment, il est quelqu'un qui a une certaine liberté pour faire ses travaux, mais quand même, chaque fois, il doit expliquer ce qu'il fait pour lui. Donc j'arrive à la dernière partie de mon exposé, donc, qui est consacré à la préhistoire, disons, de la nomographie, en tout cas, de certains aspects de la nomographie. Et comme je l'ai dit au début, donc l'objectif de cette partie, qui fait aussi une transition vers l'exposé Dominique, est de montrer que les travaux d'Ocagne en matière de nomographie sont les résultats naturels de l'inscription de l'auteur dans la tradition de l'ingénieur savant du XIXe siècle. Donc, une information générale pour le XIXe siècle et les travaux publics. Donc, vous savez qu'en France, c'est le siècle des grands travaux donc pour les routes, pour les chemins de fer, pour les canaux. Et je ne vais pas donner des chiffres sur l'évolution des réseaux. Donc, tout au long du XIXe siècle, il y a un boom d'infrastructures. Alors, quel est le résultat de cette boom pour l'administration des ponts et chaussées? C'est qu'il y a un charge de travail. Comme ce sont les ingénieurs des ponts et l'administration des ponts et chaussées qui conçoit, il ne construit pas tout, mais il conçoit tous ces réseaux, donc quand même, il doit assurer cette conception. Donc, dès le début des travaux, donc des années 30, 1830, et tout au long du XIXe siècle, plusieurs ingénieurs des ponts et chaussées vont essayer de développer des techniques de calcul qui permettent d'accélérer les processus de conception des infrastructures, donc aller plus vite dans la conception. Et une bonne partie de leurs efforts est concentrée sur la question donc, dite de d'emblée-remblée. Bon, je reviens, donc, qui sera à l'origine de la nomographie. Donc peut-être tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Donc voilà, donc quand vous voulez construire une infrastructure, vous faites les plans d'une route et vous vous rendez compte qu'il y a des parties où la route passe sous la terre parce que le relief n'est pas plat. Et bien, quand ça passe sous la terre, donc il faut déblayer, il faut enlever de la terre, donc il faut déblayer. Il y a des endroits où la route passe au-dessus de la terre, donc dans ce cas-là, il faut remplir, il faut amener des remblais. Donc c'est la question de rembler et rembler. C'est très important, il faut calculer le volume pour concevoir cette route et pour avoir les coûts économiques, par exemple, de l'infrastructure. Donc il faut le calculer. Et calculer des volumes, ça revient à calculer des surfaces, des sections,
parce qu'après, en multipliant les surfaces par la distance entre des sections, on a les volumes. Donc, en gros, les ingénieurs, tout au long du 19e siècle, vont passer beaucoup de temps, pas les ingénieurs, surtout les techniciens, mais pour calculer des quantités, donc d'emblée et des remblais. Du point de vue mathématique, ce type de calcul est une opération extrêmement triviale, ne présente aucun intérêt scientifique. En gros, vous avez une section, vous avez les profils en travers de la route, par exemple, ou du chemin de fer. Il suffit de décomposer ces profils en triangle et en trapèze, vous calculez les surfaces, vous additionnez et vous avez la surface recherchée. Or, du point de vue pratique, répéter ce type de calcul pour des milliers de profils en travers donc, devient une opération chronophage et lassante. D'où, tout au long du 19e siècle, une avalanche de techniques d'estimation de ces surfaces. Donc, la première solution massivement envisagée est la construction des tables numériques. Donc on conçoit pour chaque profil des routes et de chemin de fer un gros livre plein de chiffres qui donne les surfaces d'emblée et remblai directement. On ne fait pas de calcul en fonction d'un certain nombre de caractéristiques de la route, de la recherche par exemple, et aussi des terrains environnants, donc surtout l'inclinaison. Parmi les auteurs de ces tables, dans les années 1830, on trouve des ingénieurs savants, donc de grands renom, donc de la trempe de Coriolis et de Lalanne. Donc, la première table numérique, c'est Coriolis qui les conçoit. Et ensuite, Lalanne va proposer d'autres tables. Donc, à la même époque, d'autres ingénieurs savants, donc comme Dupuy par exemple, ou comme Lalanne lui-même, vont essayer de mécaniser ces calculs de Dablé et Remblai à l'aide d'instruments. Donc, on va inventer des instruments. Donc, il y a un instrument, donc la roulette de Dupuy. Lalanne va inventer une sorte de planimètre, donc qu'il appelle l'arithmoplanimètre, qui permet de calculer rapidement des surfaces et faire d'autres choses. Donc, deuxième voie, les instruments. Troisième voie, et ça, on arrive petit à petit à la nomographie, c'est la table graphique. Et c'est Lalanne qui est à l'origine de cette table graphique pour les Dablé et les Remblai. Donc, c'est au début des années 1840. Il va construire donc, les premiers tableaux graphiques sur cette question grâce à une méthode de transformation de son cru. Donc, j'imagine que tu vas parler, l'anamorphose, grâce à laquelle donc, on peut ramener donc, des courbes d'un faisceau à des lignes droites. Donc, on peut faire des abacs beaucoup plus facilement. Donc, du point de vue pratique, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il faut tracer des lignes, c'est plus facile que de tracer des courbes. Donc tout ça, déjà, première moitié du 19e siècle, on a tableau numérique, instrument, tableau graphique, et ça continue. Donc après la deuxième moitié, on continue à inventer des techniques d'estimation rapide de ces phases d'emblée et de remblai. Pour donner un exemple, donc entre 1854 et 1889, dans les seules annales des ponts et chaussées, qui est l'organe officiel du corps des ponts, il y a 13 articles qui portent sur des techniques d'estimation de Dablé et Remblai, donc des nouvelles techniques. Donc, et ces articles peuvent s'ajouter aux 9 articles de la période 1838-1853. Donc là, plus de 20 méthodes parues uniquement dans les annales des ponts. Et quand je parle de ces documents, donc ça c'est vraiment la partie visible du travail, parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle technique, on a des commissions donc, qui vont examiner ces techniques. On va demander aux ingénieurs de terrain de tester ces techniques, de faire des rapports, etc. Pour donner un exemple, pour la roulette Dupuy, c'est un instrument, on va demander à 40 ingénieurs, on a envoyé 40 roulettes, et on va leur dire de faire d'utiliser l'instrument et faire des rapports, etc. Donc c'est quelque chose, donc les corps des ponts vraiment passent beaucoup d'énergie pour résoudre ces problèmes. Et on arrive à Ocagne, donc. Quel est le premier article d'Ocagne en tant qu'ingénieur savant? Donc c'est un article qui paraît dans les annales des ponts et chaussées à 423. Donc il a 21 ans, donc il vient d'intégrer l'école des ponts. Et il parle de quoi de cet article? Il parle des Dablé et des Remblai. Alors le titre c'est Notes sur l'évaluation des surfaces des Dablé et des Remblai. Et il ne s'agit pas encore de nomographie. Donc dans cet article, Ocagne va améliorer une technique d'estimation qui est une technique graphique, mais qui n'utilise pas des abacs, qui est due à un ingénieur des ponts Siegler de quelques années auparavant, donc il l'améliore et il les rend plus rapide. Un an plus tard, donc, il entre donc, dans sa carrière d'ingénieur savant comme spécialiste, par la voie des Dablé et des Remblai. Un an plus tard, 1884, toujours dans les mêmes annales, il publie un autre texte qui est beaucoup plus célèbre, qui est analysé par Dominique dans ses travaux, qui est les procédés nouveaux de calcul graphique, et c'est la première contribution d'Ocagne à la nomographie. Donc,
on voit l'affiliation en lisant l'article avec les travaux des autres ingénieurs savants, parce que les textes s'ouvrent avec la phrase « Je développe une technique de calcul qui résulte d'une interprétation géométrique nouvelle du principe de Messier-Lalanne, que Messier-Lalanne a imaginé et proposé dès 1846 dans ses recueils même pour la résolution graphique des équations numériques. » Donc il parle de la méthode d'anamorphose de Lalanne. Et c'est dans cet article qu'Ocagne va utiliser donc, la géométrie projective et le principe de dualité pour transformer donc, les abacs à droite concurrentes à des abacs à points alignés. Donc Dominique va en parler, je suis certain. Donc le premier article d'Ocagne sur la nomographie concerne les Dablais et les Ramblais. Et pareil, donc, des autres articles très importants, assez importants donc, dans les annales des ponts et chaussées en 1884 et 1894 et 1896. Donc, à travers cet article, on voit que les rapports entre la nomographie, en tout cas tel qu'il est pratiqué par Lalanne, et la question de Dablais et de Ramblais sont explicites dans les titres même des articles. Donc, le premier article s'intitule « Les abacs des Ramblais ». Les abacs, oui, des Ramblais et des Dablais construits au moyen de la méthode des poids isopletes. Et l'autre article, c'est Application générale de la nomographie au calcul des profils des Ramblais et Dablais. Donc les liens est explicite dans les titres. Et dans les premiers paragraphes, lui-même, il fait ces liens en écrivant. Dans les deux articles, il commence avec les mêmes paragraphes. Il existe un très grand nombre de tables graphiques ou abacs destinées au calcul des profils des Ramblais et des Dablais. Cela tient à ce que la plupart des ingénieurs qui ont eu à s'occuper de ce genre de calculs ont, au moment où les problèmes se présentaient à eux, imaginé une solution spéciale dont ils ont fait l'application immédiate au projet qu'ils étaient chargés d'étudier. Ces solutions, assez diverses en apparence, se ramènent en réalité à un très petit nombre de principes théoriques. C'est ce qui permet de mettre en évidence les titres de la nomographie. Et après, évidemment, donc, il présente sa méthode à lui, c'est les abacs, le nomogramme à poids aligné, en disant que c'est quand même la meilleure façon de présenter la nomographie. Bon, Dominique, il va en parler aussi. Donc, on voit à travers les dires même d'Ocagne que la nomographie se présente pour lui presque comme une rationalisation, donc l'épitomée théorique, de plusieurs tentatives de résoudre graphiquement la question pratique des Dablais et des Ramblais. Donc, si Ocagne ne baignait pas dans cette tradition, donc peut-être il n'aurait pas été intéressé par la nomographie. Donc, je termine ici en précisant effectivement ce que j'essaie de faire aujourd'hui. L'Ocagne, en tant qu'ingénieur savant, s'appuie pour le moment sur ce document déposé aux archives nationales. Je n'ai pas exploité encore les archives personnelles, quand même, qui sont beaucoup plus riches. Bon, donc je vais les faire et j'espère quand même que le tableau ne sera pas trop modifié suite à cette recherche. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Avez-vous des questions pour Costas? Oui, Catherine? J'en ai, parce que tu as plutôt insisté sur le fait qu'il y avait des remontrances de la part de ses supérieurs quand il ne faisait pas son travail d'ingénieur comme il faut. Moi, ce qui me frappe, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire leur grande tolérance qui a l'air de faire que, bon, ils acceptent qu'il ne fasse pas ce pourquoi il est payé finalement. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est, tu penses, quand même un certain respect par rapport à cette condition de savant ingénieur, c'est-à-dire le fait de faire des maths, de publier, etc., c'est bien vu finalement. Est-ce que c'est un respect pour sa classe sociale, enfin, tu l'as décrite comme finalement très élevée, donc est-ce qu'on on tolère, j'allais dire entre gentilshommes, enfin, on tolère entre personnes de bon ton, d'être moins engagées sur le terrain, enfin, est-ce que, voilà, ou est-ce que j'ai tort complètement et en fait ils sont plein de remontrances mais ils l'expriment sur un ton tellement gentil qu'on peut se tromper là-dessus. Non, je crois pas. Pour la classe sociale, oui et non. C'est-à-dire, on sait quand même qu'il part facilement au directeur, etc. Mais cela étant, par exemple, j'ai trouvé des lettres où vraiment il demande, il reçoit beaucoup d'argent parce qu'il est à l'école polytechnique, etc. Et il demande plus. Mais l'administration, parfois, lui répond en disant non, c'est pas possible, vous dépassez les seuils, etc. Donc, disons, oui, il est à l'aise, mais quand même, l'administration ne se plie pas nécessairement à ce qu'il demande. Quand même, il y a des tensions. Donc c'est pas. Disons, il y a une tradition d'ingénieurs savants. Donc, les corps des ponts sait qu'il y avait des ingénieurs comme Navier, Coriolis, qui étaient très utiles
Donc ils sont convaincus, d'ailleurs l'administration cherche à trouver des talents, des gens forts en mathématiques depuis tout début, depuis l'époque des Prony, si tu veux. Donc on vraiment est intéressé par cette figure d'ingénieur savant parce qu'on sait que c'est à long terme et payant. Donc je crois qu'il est toléré parce qu'on croit, on espère qu'il peut donner des choses au corps des ponts. Donc, il peut donner des choses, disons, au corps des ponts en termes symboliques. Donc, dans les lettres, on trouve qu'effectivement, par exemple, quand les directeurs de l'école écrivent au ministère en disant, voilà, Ocagne nous demande ça, et on soutient sa démarche parce que Ocagne fait honneur à l'administration, il est très connu, il va à tel colloque, il représente les corps des ponts, etc. Donc il y a ça. Mais je crois quand même qu'il y a l'idée qu'Ocagne peut être utile avec ses travaux en homographie, par exemple, au corps des ponts. Donc, il publie dans les annales, il fait des choses pratiques, il donne des conférences à des ingénieurs praticiens de terrain, donc il vient à Paris pour apprendre les méthodes homographiques, etc. Donc, ce n'est pas seulement pour des raisons symboliques que les corps s'intéressent, tolèrent à Ocagne, mais quand même, on voit qu'il encadre son action. Donc, il y a ces donnant-donnant, et bon, et parfois il y a voilà. J'imagine qu'Ocagne trouve quand même qu'on empiète trop sur la liberté et les corps considèrent peut-être qu'il peut donner un peu plus. Mais non, je crois vraiment parce qu'il est exploité, entre guillemets. Je dirais, il est utile au corps, ce n'est pas parce qu'il appartient à la haute bourgeoisie ou parce qu'uniquement il est connu comme savant pour la gloire du corps. Donc il est utile. Et surtout, il est aussi utile comme enseignant quand même. Pendant 40 ans, il va expliquer aux ingénieurs des ponts comment utiliser les nomographies, etc. Oui, moi j'avais deux questions sur la catégorie ingénieur savant. Alors tout d'abord, est-ce que les nombreux travaux qui sont menés sur des figures comme Ocagne, donc Dominique l'a rappelé, qui était assez occulté dans l'historiographie, amènent à repenser la périodisation pertinente pour la figure d'ingénieur savant et donc à penser que finalement cette figure, le cas d'Ocagne finalement n'est peut-être pas si tardif et c'est une figure qui continue après 1860, d'une part, et d'autre part, est-ce que tu exclus de cette catégorie d'autres acteurs qui ont une carrière assez similaire, polytechniciens, ingénieurs des ponts, mais qui, dans leurs travaux mathématiques, ne cherchent aucune application directe, en particulier pas du tout à se rendre utile à leur corps, mais qui, malgré tout, en fait, mènent une carrière entière dans leur corps, tout en accumulant des charges d'enseignement et en publiant de manière régulière des articles. Donc moi, j'en connais un certain nombre contemporains d'Ocagne qui sont dans ce cas de figure, comme par exemple Léon Autonne, et donc voilà, qui a un X-pont qui mène toute sa carrière dans le corps des ponts et qui à côté publie des travaux sur les équations de dérivées partielles, géométrie différentielle, etc., qui n'ont pas d'application directe. Oui, donc effectivement, pour la périodisation, oui, moi j'étais content parce que de tomber sur des gens d'ailleurs comme Lalanne, comme Ocagne, il y en a d'autres, il y a Ménager par exemple, il y a Rabu, donc au début, disons, il y a une raréfaction, il n'y a pas une disparition, et même après les années 40, il y a des figures comme Kako qui illustrent un peu ça, mais quand même, si on à moins que j'ai raté vraiment beaucoup de noms. Bon, je crois qu'il y a une période, un âge d'or qui s'arrête vers les années 1860-70, et après il y a des cas individuels. Bon, je crois que ça s'explique aussi par le fait qu'il y a le passage, en termes des productions scientifiques, il y a une passation de pouvoir de l'école polytechnique vers l'école normale à partir des années 1880. Donc je crois que la périodisation ne veut pas changer trop. Donc il y a des cas tardifs qu'on va découvrir en faisant plus attention peut-être, mais je ne crois pas que les tableaux, la périodisation va changer totalement. Donc après, c'est une question de définition. Moi, non. Moi, des gens qui sortent de l'école polytechnique, qui font une carrière scientifique, mais qui ne s'intéressent pas du tout, disons, aux applications pratiques, je dirais que ce ne sont pas des ingénieurs savants. Mais c'est une question après de définition, ou peut-être nominaliste ou pas. C'est pas. Moi, je garde plutôt l'idée de Grattan-Guinness. C'est lui qui a fait la première démarcation donc, entre des gens comme Cauchy, Poisson et Poncelet, par exemple, en disant voilà, donc, tous les deux sont polytechniciens, tous les trois ou quatre sont très bons en mathématiques, mais on sent quand même qu'il y a une population qui vraiment s'intéresse à des choses pratiques. D'ailleurs, ils ont pratiqué les métiers aussi, hein, donc ils ont construit des choses, etc. Et d'autres polytechniciens qui auraient pu être normaliens ou qui auraient pu être plus tard des universitaires plus APE. Ils ont quand même une carrière dans leur corps. Oui. Oui et non, c'est pas tout à fait pareil, parce que Cauchy, par exemple, il était payé par le ministère de la Guerre. Après, il y a deux choses, il reste dans l'administration, mais après, est-ce qu'ils ne sont pas payés nécessairement par leur corps après?
Certains d'entre eux, oui, mais pas nécessairement. Hein. Je ne crois pas que le ministère des Travaux publics peut payer pour les enseignants à l'école des ponts, par exemple, à l'école polytechnique, je ne crois pas. Hein. Non, mais je parlais du contemporain d'Ocagne. Léon Houtal, c'est un exemple. Oui. Il lui reste toute sa vie. Et en parallèle. En parallèle, c'est ça, oui. Mais sans aucune volonté d'application, c'est la grosse différence. Moi, après, c'est une question de définition. Moi, je les mettrais dans une autre catégorie. Voilà. Bon, je dirais savant tout court, parce que aussi le fait de mathématiques, c'est un mathématicien il y en a aujourd'hui aussi, hein, je dirais à l'école des ponts, on a des corpsards qui font vraiment des mathématiques, etc. Et d'ailleurs, ils les font, je dirais, pour des raisons plutôt financières. Ils sont bien payés. Au lieu d'être au CNRS ou à l'université, ils restent au corps, mais leur comportement, leur réseau, leurs pratiques ne sont pas si différentes des pratiques de leurs collègues universitaires. Le fait d'appartenir au corps n'affecte pas les types de travaux menés. Oui, un point qui m'avait fait remarquer de Dominique d'ailleurs, c'est que, a priori, qui m'a paru étonnant, c'est qu'il n'a pas été docteur, en fait, il n'a pas passé de thèse, alors qu'il a effectivement une production mathématique souvent bien supérieure à des polytechniciens ou des ingénieurs qui, eux, ont passé leur thèse de mathématiques. Est-ce qu'on sait pourquoi, dans sa biographie, il n'a pas transformé ça à un moment donné en une thèse, en un doctorat qui lui aurait permis effectivement peut-être d'avoir quelques clés supplémentaires pour ses objectifs? Moi, je connais aucun ingénieur savant qui a une thèse. Hein. Non, mais je parle d'ingénieur, pas de polytechnicien. Oui, non, mais je parle de Navier non plus, savant, oui, postulé non plus. Donc, mais il aurait pu, mais surtout pour l'école polytechnique, ce n'était pas indispensable hein, donc, à l'époque. Non, mais je veux dire, c'est un caractéristique aussi de ces groupes-là, c'est qu'ils sont membres de l'Académie des sciences sans passer sans avoir un cursus universitaire classique, même assez tardivement. Donc c'est vrai pour les années 1820, 30, 40, même à l'époque il avait une thèse, Liouville a une thèse en mathématiques, mais aucun ingénieur savant de l'époque n'a une thèse, à ma connaissance. Ça montre aussi effectivement qu'il appartient à un monde différent des mondes des normaliens ou des universitaires.